Un canon conçu pour abattre des avions est devenu la pire hantise des équipages de chars, et un ordre secret américain interdisait purement et simplement de porter secours aux blessés coincés à l'intérieur des blindés touchés, de peur que la vérité ne brise le moral de toute une division. Ce canon, c'est le fameux 88 allemand, l'arme anti-aérienne qui a changé les règles de la guerre sans que personne ne l'ait vraiment voulu. Conçue à l'origine pour abattre des bombardiers, elle est devenue, sur le terrain, une tueuse de chars redoutée de l'Afrique du Nord jusqu'aux plaines gelées entourant Berlin. Cette peur était bien réelle, et elle a poussé le commandement d'une division blindée américaine à donner un ordre glaçant. Quand un char était touché, les survivants sortis du véhicule pouvaient être secourus, mais il était interdit d'aller chercher ceux restés coincés à l'intérieur. Le colonel Jim Militch, qui commandait un bataillon de cette division, expliquait que si les équipages avaient su dans quelles conditions atroces mouraient leurs camarades piégés dans un char percé par un obus de 88 mm, cela aurait pu briser leur volonté de combattre. Mieux valait les laisser dans l'ignorance et les envoyer au combat animés par la seule envie de venger leurs frères d'armes. Ce canon a combattu absolument partout où l'armée allemande a mis les pieds, des cols brûlants de Libye jusqu'aux champs détrempés de Normandie. On l'a vu tirer en Espagne, en Pologne, en France, en Afrique du Nord et sur le front de l'Est. Aucun autre canon antiaérien de la Seconde Guerre mondiale n'a laissé une empreinte aussi profonde dans la mémoire de ceux qui lui faisaient face. Sa vraie force, c'était un mélange terrifiant de cadence de tir, de précision et de puissance de perforation. Un obus perforant traversait 78 mm de blindage à 1500 mètres, de quoi transpercer de part en part le char britannique Matilda, pourtant considéré comme le blindé le mieux protégé du début de la guerre. Avec un équipage de 8 servants bien entraînés, la cadence de tir grimpait jusqu'à 20 coups par minute. Plus un simple canon d'artillerie, mais une arme capable de faucher des chars les uns après les autres. L'un des épisodes les plus célèbres, celui qui a prouvé à quel point ce canon pouvait être meurtrier contre les blindés, s'est déroulé au col de Al-Faya, en Libye, en juin 1941. Les forces britanniques lancent une offensive contre les positions allemandes, persuadées d'avoir l'avantage. Mais elles tombent sur une batterie de canons de 88 mm, parfaitement dissimulée entre les rochers et le sable du désert. Impossible à repérer, même à courte distance. Sur les 12 chars engagés dans la première vague de l'assaut, un seul survit à la bataille. Les soldats britanniques rebaptiseront ce col d'un nom qui résume tout: le col du feu de l'enfer. Mais ce canon avait aussi de vraies faiblesses. C'était une pièce lourde, pesant 5150 kg en position de tir, et sa mise en batterie prenait entre 4 et 6 minutes, une éternité sur un champ de bataille. Sa silhouette élevée en faisait une cible facile, et son bouclier blindé ne protégeait les servants que des balles et des éclats, jamais des obus ennemis. C'est pour cette raison que les artilleurs allemands cherchaient toujours à l'utiliser depuis une embuscade ou des positions préparées à l'avance. À l'été 1944, la proportion de chars détruits par des canons de 88 mm atteignait 38% de l'ensemble des blindés ennemis mis hors de combat par les forces allemandes, et grimpait à 55% au printemps 1945. Ce qui n'était au départ qu'une improvisation forcée est devenu avec le temps le pilier central de toute la défense anti-char allemande. En mai 1944, l'armée de terre allemande disposait de 574 pièces de ce type, tandis que la Luftwaffe en possédait près de 10 000. Les commandants alliés le savaient parfaitement, et ce savoir, ils l'avaient payé au prix du sang de leurs propres équipages de chars. Un mécanisme de rechargement jugé trop lent pour la guerre a été purement et simplement arraché du canon après les premiers essais. Et c'est ce retour brutal au chargement manuel qui a permis à 8 hommes de faire cracher 20 coups par minute à une arme plus lourde qu'un camion. Pour comprendre pourquoi ce canon s'est révélé si redoutable contre des cibles pour lesquelles il n'avait jamais été pensé,
il faut regarder de près comment il était construit. Chaque élément de cette arme avait été conçu avec une rigueur presque obsessionnelle, sans le moindre détail superflu. Le cœur de l'engin, c'était son tube. Sur la première version, le modèle 18, ce tube était monobloc, long de 56 calibres, garantissant une vitesse initiale élevée et une trajectoire presque plate. C'est cette trajectoire tendue qui donnait à l'obus perforant sa précision meurtrière. Sa longévité, d'abord de 900 coups, a ensuite été portée à 3000 grâce à des améliorations de fabrication. Avec le modèle 36, le tube est devenu composite, assemblé en segments démontables, et resté compatible avec les canons plus anciens. La culasse fonctionnait en semi-automatique, avec un système à coin horizontal. Après chaque coup, l'énergie du recul suffisait à ouvrir la culasse, à éjecter la douille vide et à réarmer le ressort de percussion. Le tireur n'avait plus qu'à introduire l'obus suivant et à presser la détente. Un dispositif mécanique avait été installé au départ pour accélérer encore le chargement. Il n'a jamais tenu ses promesses, ralentissant la cadence au lieu de l'augmenter. Les techniciens l'ont retiré, revenant à un chargement entièrement manuel, bien plus fiable entre les mains de servants expérimentés. Le système de recul reposait sur un frein hydraulique et un récupérateur hydropneumatique placé sous le tube. La course du recul variait selon l'angle de tir. 1050 mm à 0 degré, 700 mm à l'angle maximal de 85 degrés. Des compensateurs à ressort facilitaient le pointage vertical, permettant de changer rapidement l'inclinaison du tube sans effort excessif. L'affût en croix offrait un champ de tir de 360 degrés avec des angles de pointage vertical allant de -8 à +85 degrés. C'est cette souplesse qui permettait d'abaisser le tube à son inclinaison minimale et de tirer à vue directe sur des chars, des bunkers ou des troupes au sol. Sur le modèle 36, les deux trains de transport sont devenus identiques, réduisant le temps de mise en batterie à 4 minutes, avec la possibilité de tirer directement depuis les remorques sans démonter le canon. Chaque exemplaire était relié par câble à un appareil de transmission électrique connecté au poste central de conduite de tir de la batterie. Le tireur recevait en temps réel l'angle de site, l'angle de direction, l'altitude de la cible et le réglage de la fusée. Un seul poste pouvait ainsi diriger simultanément plusieurs canons vers une même cible. Pour viser des cibles terrestres, les servants utilisaient une lunette optique grossissant 4 fois, désignée sous le nom de lunette modèle 20. En Espagne, les obus explosifs suffisaient face aux chars faiblement blindés adverses. Mais cette expérience a révélé un besoin urgent de munitions anti-chars. L'obus perforant adopté par la suite traversait 78 mm de blindage à 1500 mètres, et l'obus à charge creuse atteignait 90 mm à 3000 mètres. Après les premiers combats en France, les ingénieurs ont ajouté un bouclier blindé de 474 kg, 10 mm à l'avant, 6 sur les côtés, symbolique face aux obus, mais efficace contre les balles et les éclats. La dernière évolution parmi les modèles classiques, le 37, apparaît en 1942. Extérieurement quasi identique au modèle 36, sa seule modification notable concernait le système de transmission des données de pointage. Un cadran perfectionné permettait de recevoir plus vite et plus précisément les instructions du poste de conduite de tir. Certaines affirmations selon lesquelles ce modèle n'aurait pas pu servir au combat terrestre sont tout simplement fausses. Sa construction le permettait exactement autant que celle de ses prédécesseurs. Un traité international interdisait formellement à l'Allemagne de posséder ce type de canon, alors ses ingénieurs sont allés le construire discrètement à l'étranger, sous une fausse identité industrielle, avant de le faire passer pour une vieille pièce datant de 1918. À la fin des années 1920, le commandement militaire allemand confie à la firme Krupp la mission de développer un nouveau canon antiaérien de gros calibre. Mais derrière cette commande banale se cache toute une époque de contournements et d'accords secrets.
L'Allemagne vivait sous le poids écrasant du traité de Versailles. Le pays vaincu n'avait plus le droit de posséder une armée moderne, de l'artillerie lourde, ni une aviation de combat. Et les effectifs de la Reichswehr étaient plafonnés à 100 000 hommes. Développer des armements avancés sur le sol allemand revenait à s'exposer aux sanctions internationales. Les militaires ont donc trouvé une solution simple: travailler à l'étranger. La firme Krupp a racheté près de 6 millions d'actions de l'entreprise suédoise Bofors et envoyé ses ingénieurs en Suède, officiellement comme consultants, en réalité pour développer de nouveaux systèmes d'artillerie dont les plans étaient immédiatement renvoyés en Allemagne. La paisible Suède neutre s'est ainsi transformée en véritable bureau d'études allemand. Les premiers travaux portaient sur un canon de 75 mm, mais les militaires ont rapidement jugé cette puissance insuffisante. Cette manœuvre suédoise ne représentait qu'un élément d'un système bien plus vaste de contournement du traité de Versailles. L'Allemagne développait une coopération militaire et technique avec plusieurs pays à la fois. Une école d'aviation à Lipetsk, en Union soviétique, où pilotes allemands et soviétiques s'entraînaient côte à côte, et une école de chars à Kazan, avec des équipages des deux pays. En échange, l'Union soviétique recevait des technologies allemandes et l'expérience d'ingénieurs sachant concevoir des armes modernes. Toute cette coopération a été brutalement interrompue dès l'arrivée des nationaux-socialistes au pouvoir en 1933. Vers 1930, le commandement allemand arrête son choix sur le calibre 88 mm, équilibre optimal entre puissance et cadence de tir. Une version de 105 mm avait été envisagée, mais à un tel calibre, la cadence chute inévitablement, alors que l'efficacité anti-aérienne repose sur la densité du feu face à des avions rapides et imprévisibles. Ce canon devait atteindre des avions jusqu'à 6000 mètres d'altitude, offrir un tir tous azimuts et l'angle de tir vertical le plus élevé possible. Des exigences qui allaient faire de cette arme une pièce universelle sans que personne ne l'ait prévu. Ce canon entre officiellement en service en 1933, sous la désignation modèle 18 88 mm. Le chiffre 18 dans cette appellation visait délibérément à tromper les observateurs français et britanniques, à qui l'on répondait qu'il s'agissait d'un simple vieux modèle datant de 1918, sans rien de nouveau. Les travaux d'amélioration débutent dès 1935, avec l'apparition du tube composite du modèle 36 et des trains de transport identiques. Le modèle 36 succède au modèle 18 en production en février 1939. Les groupes anti-aériens motorisés lourds étaient organisés de façon totalement autonome. 4 pièces de 88 mm, un radar, 6 tracteurs, 15 véhicules et 130 hommes, capables d'avancer avec les divisions blindées sans dépendre d'aucun ravitaillement extérieur. Le baptême du feu a lieu en Espagne, au sein de la Légion Condor. C'est là que l'on découvre pour la première fois que cette pièce anti-aérienne fonctionne remarquablement bien contre des cibles terrestres. Les républicains n'alignaient que peu d'avions, mais leurs chars soviétiques, modèle T-26, étaient bien présents, et les obus explosifs suffisaient à percer leur blindage léger. À l'automne 1938, 52 canons du modèle 18, engagés au sein de la Légion Condor, démontrent qu'entre des mains expérimentées, cette arme peut faire basculer l'issue d'un combat terrestre, et qu'il faudra impérativement disposer d'obus perforants pour la guerre qui approche. Un seul homme a rampé sous un déluge de balles pour atteindre à main nue un canon capable d'arrêter des colonnes entières de chars, et il l'a réduit au silence à coups de grenade, seul, alors que cette pièce venait de décimer des troupes en train de débarquer. En Pologne, en septembre 1939, l'aviation polonaise ne décolle presque jamais, et les artilleurs n'ont quasiment aucune cible dans le ciel. C'est là que se révèle une faille sérieuse. Les unités d'infanterie auxquelles ils étaient rattachés ne leur fournissaient pas toujours une protection rapprochée. Le 8 septembre, un groupe opérant aux côtés du 22e régiment anti-aérien de la Luftwaffe subit des pertes précisément parce que personne n'avait protégé les flancs.
La France est devenue le véritable révélateur de la puissance de ce canon. Le 21 mai 1940, les forces britanniques lancent une contre-attaque dans la région d'Arras, et les canons anti-chars allemands de 37 mm se montrent totalement impuissants face aux chars Matilda. Les obus rebondissent sur le blindage, les servants tombent, les positions cèdent. Le journal de marche de la 7e division blindée allemande décrit la scène sans détour. Le front défensif s'effondre. Les pièces sont détruites, les équipages tués. Seule l'intervention de toute l'artillerie disponible parvient finalement à stopper l'avancée adverse. Rommel fait alors entrer ses canons de 88 mm en tir direct aux côtés du reste de l'artillerie divisionnaire. Le résultat est immédiat. Plusieurs dizaines de chars britanniques sont détruits. La contre-offensive échoue. Rommel en tire une conclusion qui va bouleverser durablement l'emploi de l'artillerie antiaérienne. Ces canons doivent rester en permanence à portée de main, comme ultime recours face aux blindés lourds. Les 2 exemplaires montés sur tracteurs, si efficaces en Pologne, connaissent en France une fin absurde. Détruits par leur propre bombardier en piqué, Junkers 87. L'Afrique du Nord devient le théâtre où la réputation de ce canon bascule dans la légende. Fin mai 1942, lors de la bataille de Gazala, environ 65 chars britanniques attaquent le flanc de la 15e division blindée et anéantissent presque instantanément le bataillon chargé de le protéger. Le colonel Volz, commandant du 135e régiment antiaérien, tombe nez à nez avec Rommel en personne, qui lui reproche que ses batteries n'ont pas encore ouvert le feu. Volz rassemble 16 canons de 88 mm. Entre 20 et 40 chars britanniques surgissent alors de la poussière à 1500 mètres. Volz ordonne le feu. Les servants répliquent sans faiblir. L'offensive britannique est stoppée net. C'est également en 1942 que les forces américaines rencontrent pour la première fois ce canon. Le lieutenant-colonel Henry Gardiner racontera que sa colonne s'était repliée près de Tebourba quand une seule pièce a ouvert le feu, guidée par les flammes des tuyaux d'échappement des chars. Le véhicule de tête s'embrase et bloque la route. Le lieutenant-colonel Hightower décrira avec précision les impacts sur son Sherman. Les obus arrivaient presque à ras du sol, comme des galets ricochant sur l'eau. L'un sous le canon principal, un autre traversant la coque de part en part, le dernier touchant le réservoir arrière et inondant le moteur de carburant enflammé. L'équipage a bondi hors du véhicule avant même qu'il ne s'immobilise. Pourtant, au début de 1943, un Sherman de la 1re division blindée américaine sort vainqueur d'un duel face à un canon de 88 mm. Le tireur américain tire à 800 mètres, raté. À 700, raté. À 600, encore raté. La gueule du canon allemand pointe directement vers le char. Le coup suivant s'écrase juste à côté et réduit la pièce au silence. En Italie, le sergent Emmanuel González repère un canon de 88 mm entre les dunes, en train de tirer sur les troupes débarquant sur la plage. Malgré un feu de mitrailleuse nourri, il rampe jusqu'à la pièce et la neutralise à coups de grenade. L'équipage est anéanti, les munitions explosent. Un seul homme, face à un canon capable d'arrêter des colonnes blindées entières. Un officier allemand a pointé son pistolet sur un artilleur, en pleine bataille de Normandie, lui donnant un choix sans appel. Continuer à fixer le ciel, ou abaisser ses canons, et gagner la plus haute décoration militaire du pays. En juillet 1944, lors des combats autour de Caen, le major von Luck, officier de la 21e division blindée, découvre près du village de Cagny une batterie de 4 pièces de 88 mm, les tubes encore pointés vers le ciel. Les servants refusent de basculer sur des cibles terrestres sans autorisation de leur hiérarchie aérienne. Von Luck tire son arme de service, la pointe sur le capitaine qui commande la batterie, et lui lance qu'il est soit un homme mort, soit un décoré. Le capitaine s'incline, les tubes s'abaissent. En quelques minutes,
Une partie des chars britanniques engagés dans le secteur sont détruits. Les blindés restants battent en retraite. Sur le front de l'Est, ce canon affronte un adversaire d'une catégorie totalement différente. Le char soviétique T-34 résistait complètement au canon anti-char de 37 mm, et le char lourd KV-1 restait pratiquement invulnérable face à la majorité des armes anti-chars réglementaires. Le commandement diffuse alors des télégrammes précisant la distance à laquelle chaque canon pouvait espérer percer le blindage du KV-1. Le canon anti-char de 50 mm à 400 mètres. Le canon tchèque de 47 mm à seulement 200 mètres. Seul le canon de 88 mm perçait ce blindage à 1000 mètres. Le choix s'imposait de lui-même. L'un des épisodes les plus documentés reste la destruction d'un char K-22 dans la région de Dubno, sur la tourelle duquel les artilleurs du régiment Hermann Göring avaient inscrit une mention indiquant l'origine de sa destruction. Preuve que neutraliser un tel char par l'artillerie anti-aérienne était considéré comme un exploit. Mais il ne faut pas exagérer. Durant l'été 1942, les canons de 88 mm n'ont détruit que 3,4% de l'ensemble des chars T-34 et KV-1 mis hors de combat. La majorité tombait sous les coups de l'artillerie de campagne en calibre 105 mm, comme Halder le note dans son journal. Les batteries de la Luftwaffe restaient jusqu'à l'été 1941 sous le commandement exclusif de l'aviation. Mais dès 1943, la proportion de chars détruits par leurs tirs grimpe à 38% à l'été 1944, puis à 55% au printemps 1945. L'apparition du char lourd IS-2 constitue alors une épreuve décisive. Les archives mentionnent la 57e brigade blindée de la garde, qui détruit 19 chars et 12 canons automoteurs allemands, en ne perdant que 4 de ses 21 chars lourds. 16 impacts sont comptés sur le blindage d'un IS-2 après un engagement, aucun n'ayant réussi à le percer. Lorsque ce char reçoit ensuite un blindage frontal renforcé, il résiste même aux obus du canon anti-char PAC-43 de ce même calibre. Ce canon venait de toucher la limite absolue de ses capacités. Parallèlement, ce canon a conquis d'autres théâtres d'opération. La marine allemande l'utilisait pour défendre ses bases navales et l'installait sur les sous-marins de la 7e série, avant de le démonter en urgence dès le milieu de 1942. L'aviation alliée rendait toute remontée en surface beaucoup trop dangereuse. L'usage naval le plus singulier reste son installation sur les ferries Seabull, embarcations à fond plat, assemblées à partir de pontons, transportant chacune jusqu'à 4 canons de 88 mm, à la fois batterie anti-aérienne flottante et appui-feu pour les débarquements. Les derniers combats se déroulent au printemps 1945, dans les rues des villes allemandes. À Berlin, ces canons occupaient les tours de Flak, d'immenses structures en béton armé, aussi hautes qu'un immeuble de 8 étages, tirant sur les avions soviétiques, les chars et l'infanterie qui progressait dans les décombres, jusqu'à épuisement des munitions ou des équipages. Une fois la guerre terminée, les exemplaires capturés se dispersent à travers le monde. L'Union soviétique étudie ce canon dans les moindres détails, et les solutions techniques qu'il incarnait influencent profondément toute une génération de canons anti-aériens et anti-chars conçus après la guerre. Si cette histoire vous a plu, laissez un commentaire, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne L'Arsenal de l'Histoire pour ne manquer aucune prochaine histoire d'armes légendaires.